Bonjour à tous, c'est Elise. Aujourd'hui, je vous retrouve au début du mois de février pour filmer mes favoris de 2023. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Euh, alors, la vidéo, elle va être séparée en deux parties. La première partie, ce sera la partie des romans, de la fiction. Et la deuxième partie sera la partie de la non-fiction. Alors, au niveau de mon choix de lire 100 livres cette année, donc c'était pas un choix déjà, c'était juste, j'ai développé une habitude de lecture et au final, j'ai réussi à lire 100 livres. C'était mon objectif, donc j'ai voulu atteindre 100 livres et j'en ai lu 105. Mais ça a été vraiment issu de la création d'une habitude de lecture et je vous recommande de voir ma vidéo précédente sur le sujet. Quant à aujourd'hui, donc j'ai présenté un peu les livres que j'ai préféré lire, que très certainement je vais relire. Euh, Au niveau des livres, en fait, moi je les évalue de la manière suivante. Si j'ai vraiment aimé, je le considère comme livre à posséder, à acheter et à garder. Ensuite, à un niveau plus bas, c'est peut-être lire un livre en fait à prêter, donc un livre à emprunter peut-être à une librairie ou un ami peut-être qui aurait ce livre. Et enfin, il y a la dernière chose, c'est à oublier ou peut-être juste à lire sur une tablette, quelque chose de, euh, voilà, de temporaire, on va dire, de très très temporaire. Donc tous ces livres, en fait, je les considère comme des livres en fait à avoir que très certainement je relirai durant les prochaines années. Alors le premier livre de cette vidéo, qui est aussi le premier livre que j'ai lu, le premier livre vraiment en fait d'un vrai auteur, enfin selon moi à 7-8 ans, que j'ai lu, c'était Le Petit Prince, donc c'était pas cette édition-là, j'avais une édition en format livre de poche, format livre de poche. Et donc j'ai relu Le Petit Prince cette année puisque je suis professeure de FLE, tutrice de langue étrangère et de français comme langue étrangère. Et donc c'est un livre en fait que les étudiants de français lisent régulièrement et je l'ai lu en fait sous format de livre audio avec des questions pour mes étudiants. Et j'ai adoré le relire. J'étais très attachée au Petit Prince. Je trouve que c'est très bien écrit de sorte que, enfin, je suis très admirative en fait de la littérature pour enfants ou jeunes adultes qui parvient à expliquer des concepts en fait abstraits, des concepts assez complexes de forme à ce que les enfants comprennent. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai pleuré à la fin. Enfin, moi je pleure très souvent à la fin, donc il ne faut pas vous inquiéter. I'm a mess for that. Ok. En parlant de pleurer à la fin et d'un des thèmes de la littérature que j'adore. Donc il y a plusieurs thèmes que j'adore dans la littérature. Le premier, c'est l'arrivisme dans l'ascension sociale. J'adore absolument et vous allez pouvoir observer cela aujourd'hui. Et l'autre thème qui m'intéresse énormément, c'est les femmes qui s'ennuient. Euh, je, sur- je trouve que c'est un sujet très intéressant, surtout dans la période actuelle où on a beaucoup de personnes qui valorisent le fait enfin, le tradwife, le fait d'être une femme traditionnelle, le fait de ne pas travailler pour une femme. Et je trouve que c'est fascinant parce que dans ce type de vidéo, l'ennui est une chose en fait qui est prévalente. Et justement, au courant du XXe siècle et du XIXe siècle, euh, les femmes qui s'ennuient est un thème qui a été adressé et la manière dont elles réagissent, c'est quelque chose qui a été en fait discuté ad nauseam, n'est-ce pas? Et donc, j'adore les femmes qui s'ennuient. Je trouve que c'est fascinant la manière dont elles gèrent leur ennui, leur manière de se battre en fait pour sortir de cet ennui et du fait que la société les bloque énormément parce que forcément, quand une femme ne peut pas être indépendante de son époux, elles doivent subir leur ennui. Alors, Madame Bovary, j'ai absolument adoré. Et l'autre réflexion que j'ai eue en lisant Madame Bovary notamment et en lisant Les Liaisons dangereuses, c'est aussi des choix littéraires qui sont faits pour les adolescents qui sont peut-être pas appropriés dans le sens où en fait ça va désintéresser les enfants ou les enfants, oui les enfants, les adolescents en fait de la littérature. Et donc j'ai lu Madame Bovary au début de l'année, j'ai absolument adoré. L'ennui d'Emma, on le vit en fait à travers ses longues descriptions, son ennui, son envie d'amour, son obsession d'amour et le fait qu'elle voit l'amour à un endroit où il n'est pas. Absolument fascinant parce que voilà, Emma est très immature aussi, du fait qu'elle ait vécu dans un couvent. Enfin,
ça parle de la condition de la femme et de ce à quoi en fait une personne peut être capable en fait pour vivre. J'ai adoré Madame Bovary. Une autre femme qui s'ennuie, hein, une fois n'est pas coutume. Le premier livre de Zola que j'ai jamais lu, je crois. Et j'étais très honteuse parce que je suis professeure de FLE et on me parle souvent d'Émile Zola, de Germinal, de l'Assommoir, etc. Et j'étais très honteuse de ne pas les avoir lus à l'adolescence, comme beaucoup de Français. Donc Thérèse Raquin, que j'ai vraiment adorée. Encore une fois, on a une femme, enfin, ce n'est même plus de l'ennui. Je pense qu'au début du livre, en fait, Thérèse vit littéralement comme un robot. Elle observe les choses qui se passent autour d'elle sans être une partie active de sa vie. Elle est complètement en fait formatée par sa tante. Elle fait les actes en fait sans se rebeller, sans rien faire. Et elle est subjuguée par sa famille. Elle est subjuguée, complètement subjuguée par sa famille. Et voilà, encore une fois, elle rencontre l'amour où il n'est pas, selon moi. Elle utilise en fait cet amour comme une bouée de sauvetage pour autre chose. Bon, ça se finit pas si, ça se finit de manière tragique, mais c'est pas la seule chose. Donc Thérèse Raquin, j'ai absolument adoré. Et la plume d'Émile Zola, j'adore. On en reparlera. Plutôt l'année prochaine quand on fera la vidéo et qu'on parlera des Rougon-Macquart. Troisième livre, cette fois-ci c'est une représentation de l'amour que j'ai beaucoup aimé, La Petite Fadette, avec une histoire d'amour entre un jumeau et la Petite Fadette, qui est absolument amoureuse au premier regard en fait de Landry depuis toujours. Et en fait de la naissance de leur amour, du développement de leur amour en fait à travers la communication, à travers la découverte en fait de leur centre d'intérêt. Et le fait que il y a aussi en fait une histoire en fait de formatage d'une certaine manière de la petite Fadette en fait pour d'avoir voilà elle a voulu parce qu'elle vient d'un milieu pauvre et que la famille de Landry en fait est un peu plus aisée, elle a voulu connaître une ascension sociale, connaître cette stabilité, cette reconnaissance, cette validation externe afin d'être validée aussi par la famille en fait de son être aimé. Et j'ai adoré, je sais que George Sand n'est pas très populaire sur les réseaux sociaux, donc moi c'est le seul livre de George Sand que j'ai lu. Je crois que j'avais commencé La Mare au Diable quand j'étais jeune. En tout cas, j'ai relu la Petite Fadette, je l'avais lu en une journée quand j'avais 16-17 ans, et je l'ai relu en une journée, j'ai absolument adoré. Une autre histoire d'amour en fait que j'ai vraiment aimé, et je suis très critique au niveau des histoires d'amour parce que pour moi la plupart des histoires d'amour que j'ai lues cette année c'était des histoires d'infatuation. Ce n'était pas de l'amour, il n'y avait pas de communication, en fait, de connaissance approfondie de l'être aimé. Et bien dans ce cas-là, dans le Lys dans la vallée, ça commence par de l'infatuation, mais après cette infatuation, les deux personnages, en fait, tombent véritablement amoureux l'un de l'autre. Lui, il est complètement émerveillé et par, en fait, le fait que qu'elle soit mère, qu'elle soit une bonne mère dédiée à ses enfants, dédiée à sa famille, et elle, de cette manière, elle le voit aussi comme une bouée de sauvetage, mais elle lui parle, bref. Le Lys dans la vallée, c'est une très très belle histoire d'amour, et je conseille aux gens de lire. Voilà. Les liaisons dangereuses, j'ai bien sûr vu les adaptations, donc comment il s'appelait avec Reese Witherspoon, Selma Blair et Ryan Phillippe. Sex Intention, je ne me souviens plus du titre en anglais, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu Valmont, j'ai vu la magnifique performance de Glenn Close et de John Malkovich, mais je n'avais jamais lu en fait Les liaisons dangereuses. On a vraiment une représentation du vice, de la manipulation, de l'innocence en fait des autres personnes, et je trouve que c'était très intéressant en fait de voir toutes les perspectives et puis voilà à la fin en fait comment toutes les lettres en fait ont été collectées. Vraiment c'est un classique de la littérature française et c'est un classique de la littérature internationale même, et ce n'est pas pour rien. Maintenant en fait on va parler, je vais faire une vidéo en fait vraiment dédiée à la littérature portugaise qui je pense en fait n'est pas suffisamment valorisée, mais je vais faire une vidéo là-dessus avec le cousin Basílio de Eça de Queiroz. Alors si vous aimez Flaubert, si vous aimez Balzac et Émile Zola, c'est un style très similaire avec de longues descriptions, encore une fois qui vraiment complète l'ennui de Louisa
qui en fait illustre l'ennui de Louisa, tout comme voilà, dans Madame Bovary et dans Thérèse Raquin, en fait, les descriptions assez longues illustrent cet ennui abyssal qu'expérientent en fait les personnages principaux. Donc là, nous avons l'histoire de Louisa, qui est une bourgeoise, une bourgeoise en fait de Lisbonne, et je ne le dis pas de manière péjorative, elle fait partie de la classe bourgeoise à Lisbonne au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et en fait, elle est très amoureuse de son mari, ils ont une très belle relation, puis son mari doit quitter le domicile familial pour aller travailler. Et durant le départ de son mari, eh bien, son cousin Basilio, qui était parti faire fortune au Brésil, ce qui était très commun dans l'histoire des Portugais en fait, qui sont expatriés beaucoup, qui sont expatriés ou qui ont immigré au Brésil pour faire fortune durant le XXe siècle et qui sont revenus après avec des goûts luxueux, des goûts de faste. Enfin, on dit souvent voilà, les maisons brésiliennes sont des maisons de Portugais du début du XXe siècle qui sont avec le style Art Nouveau, qui montrent beaucoup de faste. Enfin, je ferai une vidéo sur la littérature portugaise et sur voilà, à plus tard, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et donc, Essa de Queiroz, il a très longtemps vécu en France, il était consul pour le Portugal à Paris, donc il était très inspiré en fait de Balzac, de Flaubert en particulier, il me semble. Et on le ressent quand on lit cet ouvrage. Mais bon, on retrouve Louisa et elle a sa relation adultère avec son cousin. Et elle se sent très coupable d'avoir cette relation. Elle essaie de le cacher, bien évidemment. Donc il y a tout un tas de stratagèmes. Et l'autre personnage qui est très important dans l'histoire, c'est Juliana. Et Juliana, c'est une femme qui est plus âgée, qui est en fait la servante, la domestique de Louisa, à qui en fait sa précédente maîtresse elle l'avait utilisée en fait puisqu'elle n'avait pas forcément les moyens ou elle l'a payé bien en deçà de la valeur que Juliana espérait, mais Juliana s'attendait à la mort de cette précédente maîtresse à recevoir en fait comme une dot, en fait une rétribution financière parce qu'elle s'est occupée de sa précédente maîtresse jusqu'à sa mort, mais elle n'a rien reçu. Et donc elle se retrouve à un âge assez avancé et devoir être encore une fois la servante de cette bourgeoise qui n'a jamais travaillé. Et donc un jour elle retrouve une lettre. Et donc là il y a tout le côté comique qui arrive, enfin, très, très cynique, très comique. J'ai beaucoup rigolé, j'ai aussi beaucoup pleuré. Vraiment en fait, Essa de Queiroz, il est vraiment pas connu en France, mais il mérite à être connu. Et la traduction est magnifique. Mais on parlera de la littérature portugaise dans une vidéo dédiée. Un roman contemporain, donc il n'y en a pas tellement cette année, je suis désolée. Romain Gary, donc je n'avais jamais lu Romain Gary, mais définitivement je voudrais bien lire Les Cerfs-Volants, je voudrais bien lire La naissance de l'aube, quelque chose comme ça, son histoire, enfin son roman plus autobiographique. La vie devant soi, donc où on suit Momo, donc c'est un livre très connu qui a beaucoup de vidéos en fait qui ont été faites sur ce livre en ligne, donc je vous les recommande. Donc on suit Momo qui est un jeune garçon qui vit chez Madame Rosa, qui est une ancienne prostituée, et donc à cette époque, je crois que c'est l'histoire, elle est durant les années 70 je crois, et en fait les prostituées en fait étaient victimisées par le gouvernement français, et la police en fait retirait les enfants des prostituées presque de manière systématique, et donc les prostituées essayaient de cacher en fait leurs enfants en utilisant de vieilles prostituées comme pension. Et donc, Momo vit comme ça chez Madame Rosa depuis très très longtemps. Il sait qu'il est le chouchou de Madame Rosa. Et en fait, c'est vraiment la relation entre Madame Rosa et Momo. C'est l'histoire d'amour, l'histoire de l'amour maternel, l'amour filial entre Madame Rosa et Momo. Et c'est très drôle, on rigole beaucoup puisque Momo est un jeune garçon et il ne comprend pas en fait l'amour de personnes, qu'on puisse aimer quelqu'un qui n'est pas beau esthétique, de manière externe, mais il explique de beaucoup de manières en fait l'amour qu'il a pour Madame Rosa est vraiment I'm gonna cry, je vais pleurer probablement, mais voilà, enfin on rigole parce que c'est écrit absolument brillamment. Quand on lit, on voit vraiment en fait c'est un enfant qui raconte l'histoire, donc il y a certaines choses qui sont suggérées mais que Momo ne comprend pas, mais nous en tant qu'adultes nous comprenons. Enfin, je sais qu'il y a un moment où voilà, il pense qu'il est un pimp parce que les prostituées lui donnent de l'argent alors qu'elle lui donne de l'argent parce que c'est un enfant, il ne veut pas qu'il soit dans la rue. Enfin, c'est absolument c'est magnifique, je l'ai lu en une journée. Je crois que c'est mon roman préféré de toute l'année.
peut-être un de mes romans préférés de ma vie, donc à lire. Un autre roman contemporain, mais très récent celui-ci, je crois qu'il date de 2021, je pense. Et donc c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Ouais, ça doit être 2021. Et donc là, nous suivons encore une fois, il y a une histoire c'est une saga familiale, plus ou moins. Et donc on suit on suit deux personnes, on suit un père et son fils. Et le père, en fait, est un médium. Et donc il est capable d'invoquer un démon ou un dieu, selon l'opinion de... Enfin, moi je pense que c'est un démon, mais il est présenté comme un dieu. Et donc en fait, il y a une société secrète qui est basée autour de ce culte qui invoque le dieu et qui leur donne des messages, qui leur permet de prospérer, puisqu'ils peuvent ils peuvent utiliser la magie en fait pour éliminer leurs ennemis. Et donc, le problème, c'est que invoquer un dieu, ça a des conséquences sur le corps. Et donc, le père essaye de faire en sorte que ce qui lui arrive à lui n'arrivera pas à son fils, qui a le même don que lui. Et donc, voilà, on suit cette histoire et on essaie de voir la fin. Donc, Notre part de nuit. La traduction est plutôt pas mal. Donc, il y a eu plusieurs endroits où j'ai un peu toqué. Donc, traduire Mi Negrita en espagnol par Ma petite négresse, c'est pas idéal, mais bon, c'est plutôt une bonne traduction. C'est aussi en fait une représentation de l'Argentine à une certaine période. Donc à cette époque, je crois que c'était au sortir, pour une grosse partie au sortir de la dictature, avec voilà beaucoup de révolutions étudiantes, beaucoup de choses qui se sont passées en Amérique latine, avec voilà la coupe, je crois qu'il y a un moment donné où les Argentins gagnent la Coupe du Monde, et donc il y a des scènes de liesse et d'excitation en fait de la part d'un des personnages principaux. Donc ouais, c'est une bonne introduction aussi à la culture argentine et à la culture latino-américaine, assez intéressante. On repart sur les classiques, n'est-ce pas? Le Père Goriot de Balzac. J'ai absolument adoré le Père Goriot, j'ai pleuré pour le Père Goriot. Bien sûr, en fait, on découvre le personnage de Rastignac, donc voilà, c'est quelque chose, c'est une figure en fait dans la littérature française et dans l'imaginaire français. Voilà, Rastignac, quelqu'un qui utilise les autres pour s'avancer. Dans ce livre, en fait, Rastignac n'est pas montré de manière négative du tout. On voit que c'est quelqu'un certainement voilà, qui abuse de sa famille, en fait, qui saigne sa famille, saigne les femmes de sa famille, qui utilise aussi les femmes en fait, pour en fait, atteindre son ascension sociale. Il faut savoir que c'était quelque chose de très commun. Voilà, on parle souvent de michetonneuses aujourd'hui, alors qu'en réalité, en fait, les hommes ont toujours beaucoup utilisé les femmes qui étaient mieux établies socialement pour s'enrichir ou pour se voir offrir en fait certains postes. Donc, le Père Goriot, voilà, on a la chute de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie très très dur, qui a eu beaucoup de succès financier, qui a bien marié ses enfants, ses filles, mais qui est utilisé aussi par ses enfants de manière abusive. Et en fait, il ne peut pas dire non, donc il a un amour, le Père Goriot, il a un amour pour ses enfants qui est immesurable. Et en fait, elle l'utilise, elle le saigne, elle le saigne toute sa vie jusqu'à le tuer. Hein. Donc voilà, le Père Goriot. Et je pense que probablement ça forme beaucoup Rastignac en fait, où il a vu le Père Goriot subir en fait cette utilisation des femmes ou des gens abusifs jusqu'à la mort, et probablement en fait ça l'a formé et l'a fait devenir un manipulateur. Et ça, je peux certainement le rejoindre sur ce point de vue-là. En parlant d'un autre utilisateur, Georges Duroy, bel ami, absolument magnifique. J'aime en fait, comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'arrivisme dans les histoires en fait d'arrivisme. Je trouve que c'est très intéressant la représentation de l'arrivisme en France particulièrement, avec la grosse influence de l'Église catholique. Et donc là, nous avons encore une fois Georges Duroy, un jeune homme qui est très beau et qui utilise en fait de ses charmes pour pas pour manipuler, mais pour atteindre en fait le niveau social qu'il estime être le sien. Et voilà, enfin c'est un pourri, hein, Georges Duroy. Il me fait beaucoup penser à Pete Davidson. Ou Pete Davidson, je retrouve beaucoup de Georges Duroy dans Pete Davidson. Mais ouais, donc j'ai beaucoup aimé Belle Amie. Je l'avais lu quand j'avais 16 ans, très clairement je n'avais pas compris. Et donc le relire à l'âge adulte avec toutes mes expériences, c'est certainement intéressant. Une de mes lectures préférées, donc on a eu
Pendant très longtemps, ça a été Le Comte de Monte Cristo qui a été mon livre préféré puisque je l'ai lu au début de l'année 2023. C'était vraiment un des livres que j'ai toujours voulu lire mais qui m'impressionnait énormément de par sa longueur, de par le fait que ce soit un classique, que dans l'histoire en fait de la littérature internationale, Le Comte de Monte Cristo est tout, souvent représenté. Il ne faut pas se laisser impressionner par la taille, donc je vous ai montré que le premier tome, hein, il y a le deuxième tome derrière, mais j'ai que deux mains. Donc Le Comte de Monte Cristo, on suit Edmond Dantès, c'est une histoire de revanche. Je pense maintenant, enfin systématiquement, quand je vois des revanches, je pense systématiquement à Edmond Dantès. Et récemment, on a eu dans le K-drama, on a eu The Glory, qui m'a beaucoup fait penser au Comte de Monte Cristo. On a eu du Revenge aussi, ainsi que juste la carrière de Miss Taylor Swift, où moi je l'appelle secrètement Edmond Dantès. Et donc, Le Comte de Monte Cristo, oui c'est long, mais ça se lit extrêmement bien, il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas, l'écriture est relativement simple, vraiment, lisez-le, ne vous laissez pas impressionner. Vous pouvez en fait le trouver très facilement gratuitement sur Kindle, vous pouvez l'écouter en même temps en livre audio, et vraiment vous pouvez le faire. Vous allez adorer l'expérience. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui détestent Le Comte de Monte Cristo. C'est un classique et c'est pas pour rien. Donc j'ai lu cette année The King Kong Theory de Virginie Despentes. Je me sentais encore une fois très honteuse de ne pas l'avoir lu parce que c'est un classique dans l'histoire du féminisme. Bien sûr j'ai lu le deuxième sexe, mais qui ne fait pas partie, désolée je tapais dans ma chaise, qui ne fait pas partie de mes favoris, mais dans King Kong Theory, Virginie Despentes, elle parle de ce livre de Hervé Guibert et donc j'ai regardé en fait un petit peu au même moment. Ouf, désolée, encore tapé dans la chaise. Donc ce livre est absolument brillant. C'est une histoire d'amitié. Donc c'est encore un amour, deux histoires d'amour et deux histoires d'amitié comment en fait certaines histoires d'amour, d'amitié en fait se sont développées après le diagnostic du sida du personnage principal, comment en fait son diagnostic l'impacte lui, la manière dont les gens le traitent. Enfin, moi j'étais vraiment très émue quand il raconte en fait la manière dont les infirmiers le traitent à l'hôpital. C'était vraiment très émouvant. La première partie, il parle de son admiration pour Michel Foucault. Michel de la Rochefoucauld, whatever his name is. Et de voilà, enfin de comment en fait lui-même il avait été impacté par son diagnostic du sida. C'est très bien écrit. Par contre, les phrases sont extrêmement longues. Il y a beaucoup d'incises, de choses comme ça. Je trouve que ça aide énormément de le lire à voix haute. J'ai lu une bonne partie de ce livre à voix haute. Et je trouvais que c'était beau, enfin très beau. Et la deuxième partie m'a vraiment détruite. J'ai détesté son ami. Enfin, il dit des choses très violentes. Et franchement, moi aussi, si j'avais été lui, j'espère qu'il crève. Enfin, ouais, c'était un très très beau livre. Un de mes préférés aussi cette année. Et finalement, le dernier livre, Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je ne l'avais jamais lu, bien que j'ai vu plusieurs fois à répétition Pride and Prejudice de Joe Wright avec Keira Knightley. C'est un de mes livres en fait confort préférés. Donc dès que je ne me sens pas bien, je regarde Pride and Prejudice avec Keira Knightley et ça me fait me sentir beaucoup mieux. On a la figure en fait du enemy to lover qui est vraiment en fait une des seules représentations que j'aime. Je n'aime pas du tout ce concept de enemy to lover parce que souvent il y a beaucoup de toxicité. Les gens en fait, les auteurs rajoutent énormément de toxicité pour mettre en lumière le fait que les gens soient ennemis. Je trouve que c'est quelque chose qui est en fait pro-harcèlement, enfin des gens qui essayent de te tuer, qui te donnent une dépression, qui te harcèlent, enfin on ne tombe pas amoureux de son bully, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais dans Orgueil et Préjugés, c'est pas tant ennemi, c'est plus des personnes qui sont mauvais communicateurs. Et donc voilà, je recommande énormément. C'est une belle histoire d'amour, c'est assez simple. Je sais que certaines personnes pensent que ce n'est pas un classique, d'autres qui pensent que c'est un classique. Pour moi, c'est un classique, c'est une référence. C'est un classique. Donc voilà, c'est tout au niveau de mes romans préférés. Donc je vais juste switcher et maintenant nous allons faire la non-fiction. Alors donnez-moi 5 minutes. Ok, donc maintenant on a la deuxième partie.
Désolée, il faut que j'arrête de taper dans cette chaise. Et j'essaye de battre le soleil, n'est-ce pas? Parce que la nuit tombe. Donc bon, on va essayer de faire rapide, vite. Alors le premier livre que j'ai lu cette année, que vraiment j'ai adoré, c'était Le président des ultra riches de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot. Alors, bien sûr, à lire, et je pense que particulièrement aujourd'hui en France, avec le macronisme, avec tout ce qui se passe en France, enfin, comprendre tous les réseaux, enfin, comment l'entourage d'Emmanuel Macron, comment ils s'y sont pris pour le faire élire, parce qu'il y a beaucoup de similarités avec le parcours de Gabriel Attal actuellement. Et donc, je pense que c'est un livre à lire, donc je vous mettrai l'image ici. Il est disponible sur Vinted pour très très peu, donc courez, achetez-le et vous allez aimer. Le deuxième livre que je vais recommander, c'est Le droit à la paresse. Le droit à la paresse de Paul Lafargue. Donc Paul Lafargue qui était le gendre de Karl Marx. Notamment, voilà, il a beaucoup traduit Karl Marx en français. Et donc dans Le droit à la paresse, j'ai trouvé que c'était une réflexion sur, en fait, au cours du XXe siècle, la possibilité de réduire le temps de travail de manière très considérable suite aux avancées technologiques qui nous auraient permis, en fait, de continuer à produire de manière constante, mais avec beaucoup moins de travail requis par le peuple. Et donc ce n'est pas le choix qui a été fait, bien évidemment. On a choisi d'augmenter la production de manière exponentielle des gens qui ont contribué à, voilà, la nécessité d'avoir beaucoup plus de travail, l'enrichissement énorme des bourgeois, etc., etc. Et donc en fait, pourquoi c'est un livre à lire aujourd'hui en 2024, malgré le fait que, voilà, on n'est pas de révolution industrielle, parce que nous avons la révolution de l'intelligence artificielle, et il y a beaucoup de choses qui sont en fait juxtaposables entre les deux choses. Et donc c'est une très bonne réflexion. Je ne suis pas forcément d'accord avec le dernier chapitre qui est un peu illusoire pour moi, mais excellente réflexion à lire. Il est disponible en ligne gratuit. J'ai enregistré le livre audio, donc lisez-le. Donc ça, c'est le premier. Je reprends Les bonnes fréquentations de Sophie Coignard et de Marie-Thérèse Guichard. C'est un vieux livre qui date des années 90, donc c'est un peu vieillot, mais je trouve que le concept est très intéressant. Donc ça parle de l'histoire secrète des réseaux d'influence et qui dirigent la France. Donc il y a des réseaux en fonction de l'origine régionale de beaucoup de politiciens, de certains clubs, de sport. Donc il parle, je crois, de clubs de course, de choses comme ça. Il parle aussi des réseaux, en fait, associés à la sexualité. Bref, il parle d'énormément de réseaux d'influence et comment, en fait, ces réseaux, en fait, gèrent la France, dirigent la France. Elle parle voilà, des associations justement entre la politique et l'économie et l'industrie. Enfin, absolument intéressant. Je serais très curieuse de voir une mise à jour, en fait, de cela. Bon, ce concept est adressé, l'importance des réseaux est adressée dans Le président des ultra riches, mais j'aurais voulu voir, en fait, ce genre de choses, mais mise à jour. Alors si les autrices de cet ouvrage trouvent ma vidéo vraiment mise à jour, peut-être, voilà. Alors ensuite, je présente deux livres ensemble parce que je pense qu'ils devraient être lus ensemble. Donc le premier, un classique de la sociologie française, Les héritiers de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, et Le destin au berceau de Camille Penny. Alors pour moi, ce sont des ouvrages assez similaires parce qu'ils parlent, en fait, des choix universitaires, des choix scolaires, en fait, en fonction de l'origine sociale des parents, notamment du père de l'enfant. Et là, voilà, ça illustre énormément, voilà, dans l'école républicaine, pourquoi les étudiants font les choix qu'ils font, pourquoi il y a beaucoup de déterminisme, en fait, mais malgré l'école gratuite, pourquoi les parcours se répètent. Donc c'est un classique. Par contre, au niveau des sociologues, je trouve que les sociologues, en fait, écrivent de manière très sèche. C'est vraiment pas agréable de les lire. Pourtant, le sujet est les sujets sont souvent extrêmement intéressants, mais j'ai l'impression que les sociologues, ils écrivent
que pour d'autres sociologues. Et donc ça, c'est vraiment un problème parce que ce qui est traité en fait par Pierre Bourdieu, tout le monde devrait lire, tout le monde devrait avoir conscience qu'il n'y a pas en fait d'ascension sociale pour 99%, que tout le monde en fait reste dans sa classe sociale et que voilà, c'est un peu illusoire de penser qu'on peut s'élever dans la société, mais qu'est-ce que c'est sec, c'est sec, c'est sec. Justement en parlant de déterminisme, que voilà, c'est très exceptionnel de sortir de sa classe sociale, de changer de classe sociale. Nous avons les transclasses ou la non-reproduction, où Chantal Jacquet en fait essaie d'offrir en fait des manières en fait de penser. Donc pourquoi, quelles sont les similarités dans les parcours des gens qui changent de classe sociale, quelles sont leurs similarités. Donc elle parle effectivement de l'influence de l'école, de l'influence de la famille, que voilà, pour beaucoup d'enfants issus d'immigration, yours truly, en fait il y a une grande, les parents poussent énormément en fait pour avoir pour que les enfants connaissent une ascension sociale. Donc il parle de projet familial dans les familles issues d'immigration. On parle aussi des gens en fait qui ont connu avec la mixité sociale, des gens qui étaient d'autres milieux sociaux et de l'influence que ça a eu dans leur vie. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses similaires en fait parmi les gens qui ont connu une ascension sociale. Il y a énormément de choses similaires qui font sens. Et c'est pas juste voilà le destin, qu'il y a des choses en fait qui expliquent pourquoi. Thomas Porcher, je l'ai beaucoup vu en fait, on a beaucoup entendu parler de lui durant la réforme des retraites où il a vraiment en fait essayé d'expliquer, il a déconstruit, excusez-moi, il a déconstruit en fait la pensée économique hégémonique, qui est que oui, non, il faut absolument qu'on travaille plus, etc. Enfin, il a vraiment essayé de déconstruire en fait cette idée. Et donc dans ce traité d'économie hérétique, il reprend en fait plusieurs choses en fait autour de plusieurs pensées économiques qui sont moins noires et blanches que ce qu'on pourrait penser. Voilà, il déconstruit le mythe de la réussite individuelle, il parle de la dette de la France, il parle de la finance et comment ça impacte négativement l'entreprise et la société française, il parle de l'Union européenne. Donc il prend beaucoup de théories en fait économiques et il essaie de les expliquer à des gens qui ne sont pas économistes. Donc si vous avez du mal à comprendre en fait ce qui se passe au niveau de l'économie française, je pense que Thomas Porcher il est un excellent pédagogue et c'est facile à lire et c'est très compréhensible. Donc voilà. Didier Ribon, absolument un discours, retour à Reims, absolument brillant. On est vraiment entre le roman et l'explication sociologique, l'analyse sociologique. Didier Ribon, qui est un homme gay qui est né dans les années 40, je crois, à la fin de la guerre. Et en fait, il parle de son ascension sociale, donc voilà, de l'importance. Il parle aussi un sujet qui était présent dans les transclasses de Chantal Jacquet. C'est voilà le fait que dans la communauté homosexuelle, il y a une plus grosse proportion de personnes qui connaissent l'ascension sociale et il explique pourquoi. J'ai été très émue par sa découverte en fait des clubs gays, de voilà sa reconnaissance en fait envers voilà les gens qui sont de son milieu. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une très très bonne explication du passage en fait pour certaines personnes qui votaient en fait très à gauche auparavant et qui sont passées maintenant pour voter à l'extrême droite. Et il explique en détail, il émet une hypothèse de comment ça s'est passé. Et j'ai trouvé que c'était absolument fascinant, très très intéressant à lire. Ce devrait vraiment être un classique en sociologie, on devrait vraiment lire ça. Toujours au niveau des transclasses, donc comme vous voyez, il y a vraiment un thème en fait dans ce que j'ai lu cette année. On a Adrian Asseli, et tes parents ils font quoi? Je trouve que c'est un des meilleurs livres au niveau des témoignages de personnes qui ont connu une ascension sociale et de comment ça s'est passé, parce qu'il interviewe les parents. Voilà, Chantal Jacquet expliquait qu'il y avait souvent un projet familial pour que les enfants connaissent une ascension sociale, que ça ne sortait pas de nulle part. Et donc, il interroge les parents pour savoir en fait comment l'ascension sociale en fait de leur enfant a impacté les parents, qu'est-ce que eux ils ont entrepris pour que leur enfant soit mieux placé qu'eux dans la société,
de comment en fait l'ascension sociale en fait impacte les relations entre les relations familiales. Et j'ai trouvé qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de variété au niveau des profils, alors que souvent la seule chose qui est mentionnée c'est vraiment l'ascension sociale via le doctorat, via le master, et donc là via l'école. Et donc là il y a des gens qui ont connu l'ascension sociale, donc ils sont tous diplômés généralement, mais qui ont connu voilà, des succès littéraires, un succès politique, professionnel donc en entreprise, etc. Donc c'est un peu plus varié au niveau des profils, c'est pas seulement des gens qui ont décidé de devenir universitaires. Et ça change. Les Pinsons Charlot pour la deuxième fois. Alors, les grandes fortunes de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot, je pense que c'est un ouvrage référence pour comprendre en fait la grande bourgeoisie, les choix qu'ils font, parce que ça explique un peu leur histoire, comment les gens sont devenus bourgeois, comment ils se maintiennent, comment ils se reproduisent, les choix professionnels qu'ils font, les gens en fait autour d'eux qui les aident. J'ai trouvé que c'était très bien, c'était très intéressant. On rigole aussi pas mal. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait les petites pointes, en fait, les petites critiques qu'il y a, mais il y a quand même beaucoup de neutres. Enfin, ils essaient d'être, enfin, ils sont pas neutres, mais on voit qu'ils n'ont pas essayé d'être méchants avec la bourgeoisie, et c'est très intéressant parce que dans les Pinsons Charlot, il disait que voilà, ce livre, quand il avait sorti, il était sorti, en fait, avait eu un très bon succès chez les élites. Il trouvait que c'était une très bonne représentation de leur société, de leur manière de vivre, et je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité et de la manière dont ils vont être perçus, donc ils étaient très transparents, peut-être trop. Absolument brillant à lire. Un autre livre dont j'ai été très contente de finir la lecture, c'était Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme, qui est aussi disponible en fait sur ma chaîne. Alors j'étais très complexée de ne pas avoir lu Aimé Césaire parce que bon, je suis d'origine antillaise et je ne l'avais pas lu. C'est un grand classique. Je pense que ça déconstruit vraiment la pensée colonialiste française. Ça explique en fait une toute autre perspective. Et donc oui, c'est à lire. Voilà. Et vous pouvez l'écouter avec moi sur ma chaîne. Voilà. Encore une fois, la névrose de classe, comment les classes sociales impactent les personnes, comment ça impacte les choix professionnels, la manière de voir la société. C'est assez intéressant. Ça parle beaucoup aussi des difficultés que quelqu'un rencontre quand il change de classe sociale. Voilà, dans l'ascension sociale, le déplacement. C'est assez dense, c'est assez sec, mais très intéressant. Donc on va changer de registre à présent. Financial Feminist, Overcome the Patriarchy's Bullshit to Master Your Money and Build a Life You Love. Alors, c'est un des meilleurs livres sur la finance personnelle que j'ai lu. Donc, il parle bien sûr de budget, de comment... elle parle aussi voilà, de comment augmenter ses revenus en faisant des négociations, etc. Bon, c'est très américain, donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nous concerner si vous êtes français, si vous n'êtes pas américain. Mais j'aime sa manière d'adresser les choses. Je pense que c'est pas seulement, c'est féministe parce que c'est très égalitarien, donc il y a une volonté en fait de créer une société égale. Et je pense que si vous faites partie d'une minorité, eh bien, ce livre sera une très bonne ressource. Sama Karaki, Le talent est une fiction. Donc ici on a une déconstruction du mythe de la méritocratie, une explication en fait que le talent ça n'existe pas tout seul, c'est pas un don divin, que au lieu de parler de talent, on devrait parler de précocité, précocité qui est entretenue, soutenue par l'entourage ou pas. Et je trouvais que c'est très intéressant, donc elle utilise plusieurs exemples. Elle est une femme assez impressionnante, Sama Karaki, elle a fait un entretien pour je ne sais plus quel média avec Sarah Salman, et elle a déconstruit beaucoup des idées enfin voilà, elle a montré vraiment que les idées de Sarah Salman étaient pas très développées au final, mais voilà, donc à lire, très très intéressant. Et finalement, le dernier ouvrage des Pinsons Charlot, qui est aussi leur premier ouvrage, il me semble, dans les beaux quartiers, donc qui est vraiment le début de leur étude sur les grandes bourgeoisies, sur la grande bourgeoisie. Voilà, ils parlent des choix en fait au niveau de l'immobilier, de leur investissement. Ils parlent des rallyes, comment ils se rencontrent, des clubs.
c'est très très intéressant parce que bien sûr, quand on ne fait pas partie de ce milieu, c'est impossible de comprendre en fait leurs codes sociaux. Et je pense que dans leur ouvrage en général, celui-ci notamment Les Grandes Fortunes, il y a une présentation en fait de leurs codes, de leurs centres d'intérêt, de la manière dont ils se reconnaissent, la manière dont ils entretiennent en fait le système qui existe. Voilà, si vous lisez, bon, je recommanderais plutôt Les Grandes Fortunes ainsi que les Bonnes Fréquentations pour avoir en fait une bonne compréhension de comment en fait les milieux, le milieu politique, l'élite politique, l'élite financière, en fait s'entretient, se maintient, font des coalitions pour conserver le pouvoir. Voilà, très intéressant. Donc voilà ce que j'ai lu cette année et l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais lire. Je lis un peu au fil de mes envies. J'ai lu bien d'autres livres que j'ai appréciés, mais ça, ce sont vraiment les livres que je pense que je relirai dans les années à venir. J'ai parlé pendant 40 minutes, j'ai fini. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye.